Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais te parler de comment aider une personne qui se trouve dans une relation toxique. Parce que lorsqu'une personne est dans une relation toxique, bon, c'est clair que c'est pas évident pour cette personne de gérer, mais ce qui se passe, c'est que autour de cette personne, c'est aussi difficile. Parce que si tu as quelqu'un que tu aimes, un proche, une proche, qui se retrouve dans ce genre de situation, tu as envie de l'aider. Mais en fait, le truc, c'est que en essayant d'aider la personne, en lui disant ce qu'elle doit faire, c'est vraiment pas quelque chose qui fonctionne et ça ne peut qu'empirer les choses. Et donc, pour toutes les personnes qui sont, d'un point de vue extérieur, qui sont démunies et impuissantes pour aider quelqu'un qu'ils aiment et qu'ils ont dans leur cœur, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de partager cette vidéo et que cette vidéo soit un maximum partagée. Comme ça, d'autres personnes, en fait, peuvent avoir des outils pour aider les gens à se conscientiser, à trouver, en fait, la force de pouvoir s'en sortir. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente Yannick Lassman, je suis coach expert en résilience. Mon but au travers de cette chaîne, c'est de te montrer que peu importe ton vécu, ce n'est pas une excuse pour passer à côté du bonheur et que le bonheur, il est accessible à tout le monde et que peu importe les difficultés, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui ou que quelqu'un se trouve aujourd'hui, le plus important, c'est de mettre en place les efforts pour pouvoir créer un futur idéal et une vie idéale. Donc, like, abonne-toi, active la cloche, comme ça tu ne manqueras aucune de mes prochaines vidéos. Et bien entendu, comme je te l'ai déjà demandé, partage. Et je vais commencer avec le premier point. Le premier point, c'est de créer un safe space pour l'autre personne. Mais le truc, c'est de ne pas toujours créer un safe space en la laissant uniquement s'exprimer et être un déversoir. Tu vois, parce que l'erreur qu'on fait souvent, c'est que lorsqu'une personne a besoin d'aide et de soutien, on est là pour écouter. Et tu vois, le fait de pouvoir écouter quelqu'un lorsque une personne est dans une phase difficile, c'est la base de la résilience. C'est pour ça qu'on va chez les psys, c'est pour ça qu'on consulte. Et parce que c'est quelque chose en fait qui allège et qui permet en fait d'être un exutoire pour la personne qui s'exprime. Le problème en fait, c'est que si tu ne laisses que les choses être dans le fait de recevoir tout comme une éponge, toi, à la fin, tu vas te sentir mal. Pourquoi? Parce que tu vas entendre tout le temps les difficultés, les charges émotionnelles et tu vas prendre sur toi et tu ne vas oser rien dire. La meilleure des choses à faire, c'est de dire, OK, mais moi, je veux bien t'écouter, mais seulement si, au terme de ce que tu vas me dire, tu peux trouver quelque chose qui va te permettre d'avancer. Parce que je suis là pour t'aider, je suis là pour t'entendre, mais si c'est pour seulement t'écouter et que il n'y a rien qui change ou que tu ne trouves pas quelque chose de plus, ben, je vois pas l'intérêt parce que je suis là pour t'aider. Et c'est ça, en fait, qui va commencer déjà à pousser la personne à réfléchir à deux fois avant de venir avec un problème et pas juste venir se plaindre, mais se dire, OK, on est là pour m'écouter, mais on est là aussi pour que je puisse m'ouvrir. Et tu vois, le fait que tu puisses t'ouvrir et que tu dises, t'inquiète, je suis là pour toi, on peut trouver une solution ensemble, etc. Tu vois, ce genre de choses-là peuvent ouvrir les portes. Et le but, c'est d'ouvrir les portes et pas de devenir quelqu'un qui va conseiller parce que le fait de conseiller quelqu'un, ça va toujours être beaucoup plus destructeur que constructif. Pourquoi? Parce que justement, lorsque une personne se trouve dans ce genre de situation, elle est déjà dans une situation qui est compliquée pour elle. Tu vois? Alors, deuxièmement, c'est dans le même concept de pouvoir accompagner, c'est de dire, ce serait quoi en fait une relation idéale? Parce que tu me parles de beaucoup de choses et tout, mais à quoi ça ressemble une relation idéale pour toi? Parce que la personne, en fait, elle est tellement dans une relation qui lui pompe de l'énergie, elle ne sait pas, elle est perdue, elle a des chauds froids, elle a de la manipulation, elle a un manque d'estime. Il y a tellement de choses, en fait, qui vont dans tous les sens qu'il n'y a plus de repères. Il n'y a plus aucun repère tellement, en fait, l'amour a été perverti et les relations l'ont déstabilisé. Donc, le fait de remettre en fait un cadre à ce qu'est une relation saine, une relation bienveillante, tu vois, de dire, ah ben tiens, à quoi ça ressemble pour toi, ce genre de relation, c'est quelque chose qui va pouvoir lui faire en fait sortir de la réalité dans laquelle elle est, tu vois, ton proche, eh bien, il va pouvoir s'ouvrir, pouvoir réfléchir et pouvoir en fait faire une comparaison entre ce qu'il vit et ce qu'il idéalise. Parce que bon, c'est clair qu'on a tous envie de vivre dans un fantasme d'une vie idéale, mais en même temps, on a un barème minimum. Et même ce minimum-là, le fait de se faire respecter, le fait d'être dans une relation où on édifie l'autre, le fait de pouvoir faire des choses ensemble, le fait de pouvoir être dans un environnement où tu peux parler tranquillement ou ne pas te faire taper dessus. Tu vois, ce genre de petites choses, en fait, ce ne sont pas des musts, c'est le b.a.-ba. Et parfois, à cause de relations perverties, eh bien,
les gens l'oublient. C'est pour ça que ce genre de choses, tu as besoin de le rappeler à l'autre. Tu as besoin en fait de lui laisser ou de la laisser venir à ce genre de conclusion par elle-même, parce que quand ça vient de l'intérieur, c'est comme si l'idée vient de la personne et pas comme si c'est quelque chose que toi, tu lui imposes, tu vois. Et justement, c'est pour ça que le troisième point, c'est quelque chose de très important, c'est d'éviter les critiques. Parce que, tu vois, comme je t'ai dit, si tu donnes des leçons, si tu imposes ton point de vue, qu'est-ce qui se passe? C'est déjà le cas de l'autre côté. De l'autre côté, il y a déjà quelqu'un qui manipule, qui fait des chauds froids, donc qui tire, qui joue en fait avec l'autre, qui déstabilise, qui juge et qui critique. Donc ça veut dire que de l'autre côté, on va dire, ouais, tes amis, ils sont jaloux de notre relation, ils sont jaloux de ce qu'on partage et ils vont tout faire pour essayer de nous séparer. Si la personne qui manipule va dire ça, toi, lorsque tu vas dire, mais tu vois pas qu'il est méchant, qu'il te manipule, qu'il profite de toi, qu'il abuse de toi, et en fait, qu'est-ce que ça va donner comme réponse psychologique à la personne? La personne va se dire, ah ouais, c'est vrai, il ou elle m'avait prévenu en fait que les autres étaient jaloux, que les autres voulaient nous séparer, que les autres en fait ne voulaient pas qu'on soit ensemble. Et donc ça va réconforter en fait, tu vois, l'amour que la personne a, alors que c'est malsain. Deuxièmement, c'est rabaissant. Pourquoi? Parce que tu vas critiquer une personne qui est déjà dans une situation de faiblesse. Au lieu de lui tendre une main, tu vas la critiquer et tu vas encore lui donner un coup en plus, quelque chose qui va encore faire mal à son ego, quelque chose qui va encore déstabiliser son estime de soi, alors que toi, tout ce que tu avais envie de faire, en fait, c'était de l'aider, tu vois. Et en plus, ça te remet, en fait, troisièmement, dans une situation de bourreau. Ça veut dire que, au final, tu es exactement à contre-cœur la même personne de l'autre côté. Pourquoi? Parce que l'autre personne critique, rabaisse et dit à l'autre ce qu'il doit faire ou ce qu'elle doit faire et ce qui est mieux pour l'autre. Ce qui fait que avec tout ça, en fait, la personne que tu as envie d'aider va être complètement déstabilisée et ne va pas savoir prendre ses propres décisions parce qu'elle est dans un stade d'incertitude. Vraiment. Et à cause de cette incertitude, eh bien, s'il y en a un qui lui dit de prendre une décision dans un côté, s'il y en a un autre ou une autre qui lui disent de prendre des décisions, mais en fait, cette personne perd son aptitude de prendre des décisions pour elle, ou il perd cette aptitude de prendre des décisions pour lui. Et là, en fait, ça va être beaucoup plus destructeur. Pourquoi? Parce que tout le monde, en fait, va lui faire comprendre que cette personne n'est pas capable de prendre ses propres décisions. Elle va encore plus rester dans cette emprise, en fait, et dans cette idée, dans cette croyance qu'elle n'est pas capable de prendre des décisions, et donc, au final, ça peut encore la renfermer plus dans ce mal-être. C'est pour ça que la critique, c'est vraiment quelque chose où on a l'impression qu'on aide quelqu'un dans cette situation, parce que c'est bien de critiquer d'autres personnes qui sont dans d'autres situations pour leur permettre d'ouvrir les yeux, mais dans cette situation, non, ça ne l'est absolument pas. Ensuite, tu vois, si jamais tu parles et que tu laisses la personne s'exprimer, essaye de comprendre quels sont ses blocages, quelles sont les choses qui l'empêchent, parce que on a tendance à écouter, tu vois, toutes les choses qui ne vont pas chez l'autre. Mais en fait, ce n'est pas dans les choses qui ne vont pas, c'est dans les choses qui vont bien qu'il y a une emprise. Donc ça veut dire que quelqu'un peut dire ouais, il m'insulte, ouais, elle me parle mal, ouais, elle me manque de respect, etc. Ou on n'est jamais d'accord, la personne est de mauvaise foi. Ok, mais de l'autre côté, qu'est-ce que la personne fait? Quel genre d'amour la personne donne à l'autre pour avoir une certaine emprise? Parce que faut être logique, on ne reste pas avec quelqu'un si il n'y a pas un certain minimum d'amour ou un minimum de bienveillance ou un minimum, tu vois, d'échange quelque part. Et c'est vraiment cet échange-là qui se fait de l'autre côté. Mais c'est important aussi de réaliser à quel point les petits gestes qui se font de l'autre côté peuvent créer des blocages et aussi de demander à la personne qu'est-ce qui la bloque actuellement et quelles sont les choses dont elle a envie en fait. Ça, c'est la suite. Parce qu'à partir du moment où il y a un blocage, à partir du moment où la personne ne sait pas comment agir ou même mettre un mot sur ce qui l'empêche de prendre des actions, eh bien, c'est qu'elle est complètement perdue. Et c'est là, en fait, où toi, ton aide va être très, très, très précieuse.
Parce que lorsque tu vas aider, tu vois, ton proche ou ta proche à verbaliser, à donner en fait des idées, des projets, des concepts, des sentiments, des émotions, des envies de tout extérioriser, une fois que tu vas pouvoir aider en fait cette personne, eh bien, ça va vraiment pouvoir lui permettre de s'ouvrir et de réaliser qu'il y a une échappatoire. Parce que lorsque on parle réellement de résilience d'avancée, c'est qu'à un moment donné, il y a une personne en fait qui bloque l'échappatoire du futur, qui bloque la perspective du futur. Lorsque tu n'arrives pas à envisager un futur, tu restes prisonnier de ton présent, tu restes prisonnier de tes blessures du passé. Et en fait, c'est cette idée d'envisager un futur au-delà des blocages, au-delà des freins, au-delà des obstacles, qui permettront en fait à quelqu'un de se dire « Ok, si je réussis à passer cet obstacle, voilà ce qui m'attend derrière moi. Enfin, devant moi. » Tu vois, parce que derrière, c'est déjà... voilà. Mais c'est important d'aider la personne que tu chéris à pouvoir comprendre ça, à pouvoir envisager ce qui se passe dans le futur. Et en fait, aussi bien positivement, mais que négativement. À se dire, ben tiens, ouais, ok, ben si tu veux des enfants, ben dans quel genre de maison vous allez vivre? Comment est-ce que vous allez régler en fait vos soucis devant les enfants? Comment est-ce que vous allez vous comporter? Ben, tu vois, et en fait, c'est ce genre de choses, parce que lorsqu'on est prisonnier du présent, on n'a vraiment pas l'aptitude de se projeter. Et se projeter dans une situation compliquée dans le futur et de se dire, en fait, c'est comme ça. Non, mais ça va s'améliorer. Ok. Ça s'est amélioré il y a 6 mois? Non. Ah, ok. Et c'est là, tu vois, que le fait de réaliser, prendre conscience, ça va vraiment aider. Et la dernière chose à faire, c'est aussi quelque chose qui est très difficile, c'est de ne pas se positionner en tant que sauveur. Tu vois, on a envie d'aider quelqu'un, mais on n'est pas là pour sauver la personne, parce que certaines personnes ont besoin de faire leurs expériences et d'apprendre ces expériences. C'est parce que tu te blesses que tu apprends à te lever. On ne peut pas empêcher nos enfants, par exemple, parce que la personne que tu aimes, ce n'est pas un enfant, tu vois, ton proche ou ta proche, ce n'est pas un enfant, mais on ne peut pas empêcher un enfant de grandir en lui disant « ne te lève pas parce que sinon tu vas tomber ». Non. Pour se lever, il faut apprendre déjà à ramper, à se mettre à quatre pattes, et puis en fait, à se lever et à tomber. Et après, une fois que tu arrives à faire ça, tu arriveras à courir. Parfois, il y aura des gens qui vont se relever et retomber et avoir peur de se relever, mais le but, en fait, c'est de leur laisser la possibilité de comprendre pourquoi ils sont tombés et comment faire pour garder un équilibre pour pouvoir courir. Et cet équilibre-là, en fait, si toi, tu viens te positionner en tant que sauveur, le truc, c'est que tu vas t'approprier son problème et que tu vas te sentir mal parce que la personne n'aura pas réussi, en fait, à arriver à son objectif ou à ce que toi, tu veux pour elle, mais pas ce qu'elle veut. On a tendance à vouloir savoir ce que l'autre veut dans la bienveillance, oui, c'est clair, mais c'est important de ne pas prendre ce fardeau et cette responsabilité sur soi. Parce que si tu la prends sur toi, ça va être encore plus compliqué émotionnellement. Donc, le but, c'est de vraiment s'ouvrir en fait à pouvoir aider l'autre, à pouvoir être présent pour l'autre, à pouvoir avoir un espace d'expression que l'autre n'a pas, à pouvoir envisager en fait un futur, parce que si quelqu'un auquel tu tiens n'a pas ces prises de conscience, jamais elle va aller de l'avant. Et toi, si tu fais que te positionner en tant que sauveur, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, ou c'est mon devoir de l'aider absolument, tu vas être encore plus blessé et ça risque encore plus d'abîmer la relation. Donc, prends le temps et l'énergie et l'amour pour le partager avec l'autre, mais recule aussi un minimum pour éviter d'être trop affecté. Parce que comme ça, lorsque ton aide sera là, elle sera vraiment présente. Lorsque ton absence sera là aussi, eh bien, ça va aussi marquer. Pourquoi? Parce que pour l'autre, en fait, l'autre personne va comprendre que c'est quelque chose de bienveillant à un moment donné parce que tu ne l'ordonnes pas et que tu la laisses faire ses propres décisions. Tu laisses à l'autre le pouvoir de prendre ses propres décisions, chose que cette personne, cette proche, n'a pas dans la relation dans laquelle elle est. Et c'est un gros cadeau que tu fais. C'est pour ça que je veux que tu partages absolument cette vidéo
à un maximum de personnes pour que tout le monde puisse avoir l'opportunité d'aider quelqu'un de cher à son cœur à pouvoir se conscientiser, à pouvoir, à pouvoir trouver les outils pour sortir des relations toxiques. Parce que le monde tourne de plus en plus d'une manière un peu bizarre. Et donc, j'ai peur que ce soit justement une norme de se retrouver en fait démuni et blessé. Et que des personnes qui sont blessées, en fait, rejettent ces frustrations, rejettent ces blocages, rejettent tout sur quelqu'un d'autre. Non. Donc, partage un maximum cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Quel est le conseil que tu retiens le plus? Et je te dis à la semaine prochaine.